Bienvenue, ici c'est Envergure, podcast aussi, dédié aux basketteurs de demain, savoir qui sont ces stars des années prochaines, quel joueur va faire une brillante carrière, quel autre joueur ne jouera lui jamais en pro. Pour savoir ça, il faut savoir évaluer le potentiel, le talent, la complémentarité. C'est le nerf de la guerre pour toute équipe pro qui souhaite gagner. On parle de basketball, on pourrait parler d'un autre sport, c'est la même chose. Pour en débattre, détailler les mécanismes d'évaluation du talent, on reçoit dans l'épisode de ce soir un directeur général, general manager pour les anglophones, un directeur de scouting et un coach, tous en activité dans le basket français. C'est pour le teasing juste après le générique. Épisode 8, saison 4, c'est Envergure et c'est parti. Donc il est l'heure de faire les présentations, mais d'abord celui qu'on ne présente plus tant pour son expertise sur le pick and roll que pour celle sur les jeux de mots douteux, Romain Leroy. Et plutôt les jeux de mots douteux. Et les invités donc, Romain, avec nous un casting 5 étoiles. Je sais pas jusqu'à combien d'étoiles vont les castings, mais 5 étoiles. Côté coach, Guillaume Vizade, entraîneur en chef de la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole en Pro B. Bienvenue Guillaume. Merci, bonsoir, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. La tradition, c'est de donner l'envergure quand on est invité chez Envergure, de donner son envergure. Est-ce que tu connais la tienne ? Oui, 1m92. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 1m80. Pour quelle taille ? 1m88. Ok. Donc une envergure positive, tout va bien. Côté scout, le boss de Romain, en quelque sorte, j'ai dit une bêtise, directeur sportif évidemment, de la SIG Strasbourg en Pro A, donc, ou Strasbourg-Ilkirch Grafenstaden Basket pour les intimes. Il est italien, mais il va essayer de parler français, il l'a promis. Nicolas Alberani, benvenuto Nicolas. Merci, bonne soirée à tous. Nicolas, connais-tu ton envergure span ? L'envergure, c'est 1m88. Ah, on a des envergures très solides ce soir. C'est la même que le test, comment tu dis ? Le height. La taille ? Oui, ah, c'est même. D'accord, c'est la même. Et enfin, côté General Manager, on est ravi de recevoir le GM du club de Blois, l'abeille des aides Blois Basket. J'en ai appris beaucoup en recherchant les noms. En Pro B, Julien Monclar. Bienvenue Julien. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Tu peux dire ADA aussi. Oui, bien sûr, mais c'était pour la culture générale de nos, Tout à fait. de nos auditeurs. Quelle est ton envergure, Julien ? 1m96, mais je fais 1m97, ce qui fait de moi un prospect assez peu intéressant. Et ça dépend. Tyler Hero a une envergure négative, donc ça peut fonctionner. Pour ceux qui sont fans du Miami Heat. Messieurs, le programme, je l'ai donné. La question à laquelle on va essayer de répondre ce soir, comment évaluer un joueur, un talent ? On va commencer par qui prend les décisions. En gros, à partir du scout jusqu'au moment où on signe le joueur. Comment ça se passe ? Peut-être que Julien, tu peux attaquer là-dessus, c'est-à-dire à toi qui es vers le haut de la chaîne de décision, on va dire, quel est le parcours du joueur que tu vas signer ou qui va rentrer dans ton club avant que ça soit vraiment effectif. Alors, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de formules valables. Moi, je vais parler à la demande de ce qu'on pratique nous, mais on sait que les modèles sont pas les mêmes, et notamment entre les États-Unis et l'Europe, et parfois l'Europe et la France. Donc, pour ce qui nous concerne, dans une organisation quand même assez modeste en deuxième division française en Pro B, on fait un travail de prise de décision sportive 100% conjoint entre le coach Mickaël et moi, avec ensuite la signature du président. Le président n'interfère pas dans le recrutement, il est juste updaté sur comme il se doit, on va dire, mais il n'y a aucune influence qui est pratiquée.
Et donc après, tout ce qui précède étant on n'est pas une structure équipée de scouts, on a bien sûr un assistant, quelqu'un qui fait le même métier que Romain, Dominique Ronard, qui voit beaucoup de matchs. On peut demander des avis. Après, sur les discussions, on est à deux têtes. Et le fait qu'on travaille ensemble depuis très longtemps maintenant avec Mickaël fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de levier d'un côté ou de l'autre. Il va sans dire qu'il sait qu'il décide pas seul, il sait que c'est moi qui discute avec les agents, et à contrario, jamais il me viendrait à l'idée avec le temps d'être trop pressant ou de lui imposer un joueur. Donc voilà un peu comment ça se passe chez nous. Quels sont les avis qui sont importants pour toi? Quels sont qui va avoir ton oreille en fait pour ce genre? Tu parlais de l'assistant, donc le coach. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent dans le monde du basket à qui tu vas aller demander des renseignements? J'imagine que oui, sur tel ou tel Ça joueur. dépend. Si on parle de joueurs internationaux ou de joueurs français, sur les joueurs français en général, on sait à qui on a affaire en termes de coach. D'assistant, je vais donner un témoignage. À l'époque, Romain, par exemple, sur des joueurs en Finlande, j'apportais pas mal d'importance à son avis, puisque on a travaillé ensemble à Blois. Une époque qui commence à s'éloigner maintenant, c'était la Nationale 1. Mais le connaissant son œil, par exemple à l'époque, il y a un joueur que j'avais repéré, mais j'en savais pas beaucoup, et puis il n'y avait pas tout à fait les mêmes moyens, et c'était Brandon Jefferson. Et il y avait 2-3 meneurs très intéressants en Finlande sur ces années-là, et il m'avait parlé de Jefferson en me donnant un témoignage un peu clé. Donc on avait vu sa force sur le tir, etc. Le témoignage un peu clé, c'était, tu m'avais parlé d'un joueur clutch, Romain, qui n'avait pas peur de prendre ses responsabilités, dont la production montait dans les matchs serrés. J'avais regardé quelques matchs à l'époque. Bon, il se trouve qu'il était sous les radars très tôt dans la saison, et puis à l'intersaison, il a très vite été en dehors de nos possibilités, puisqu'on était un club de N1 qui voulait monter en Pro B, et puis à cette époque-là, il avait été en Slovénie, si je me souviens bien. Et donc c'était au-dessus, et il est revenu d'ailleurs en France 2 ans après, mais il est venu à Orléans dans une grosse écurie de Pro B, ce que nous on n'était pas. Mais donc par exemple, j'aime bien connaître les gens. C'est pas que j'apporte pas d'importance de l'avis de quelqu'un, d'un coach ou d'un assistant, mais si on ne le connaît pas, c'est très difficile. L'œil de chacun est pas le même, et surtout il y a le mot-clé, et celui qui revient beaucoup dans la bouche de mon coach, c'est on connaît personne qui se dit pas exigeant. Tout le monde est exigeant. Mais quel degré d'exigence et sur quel point? Voilà, donc c'est tellement. Et quand on scoute, on doit remonter des faits et prendre le moins de parties possible. Après, on sait que c'est impossible. On sait qu'on peut pas être objectif. L'objectivité n'existe pas réellement. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment une relation assez forte avec quelqu'un pour l'écouter de manière durable, on va dire. Et les agents, bien évidemment, peuvent avoir un mot à dire parce qu'ils sont présents dans ce business à notre niveau, mais avec des filtres énormes. Et l'avantage, c'est mieux on les connaît, plus on peut placer le filtre. Oui, absolument. On va rester dans un club de la même division. Guillaume, est-ce que toi aussi tu participes à la décision de recruter tel ou tel joueur, et même question, à quoi tu vas accorder de l'importance, combien de matchs tu vas regarder en moyenne? Je sais que c'est difficile à quantifier, mais quand tu veux recruter un joueur, qui va avoir ton oreille? Alors, pour répondre d'abord sur le début de la question, sur l'organisation, je suis assez central dans l'organisation du recrutement, puisque j'ai pas on va dire de manager général qui fait le lien avec les agents et la partie négociation. Donc cette partie-là, c'est moi qui l'assume. Donc en fait, on construit le scouting avec mon assistant, avec Jonathan Nebout, qui a un rôle consultatif là-dessus. On travaille toute l'année là-dessus. Puis ensuite, moi, je vais sélectionner des profils qui correspondent à l'identité qu'on veut donner à l'équipe, et je vais les présenter à David Melody, qui est notre directeur exécutif, qui est un ancien joueur de
de Pro A, qui est un régional aussi comme moi du club. Et ensuite, on va avancer vers la prise de décision ensemble sur la finalité. Par contre, la partie négociation, c'est moi qui vais l'assumer pour le club. Donc, quand on est dans cette période-là, on va dire, c'est plus facile à partir du moment où on est d'accord de mener. Il y a moins d'interlocuteurs. Par contre, la surcharge de travail, elle est quand même assez importante pour moi sur l'intersaison. Et quand on passe sur le côté évaluation de joueurs, donc la deuxième partie de ta question, là-dessus, on va être sur 3-4 matchs complets, peut-être, mais ils vont être largement étayés par les outils de scouting que peuvent être Instat, que peuvent être Synergy, et les complémentarités de statistiques avancées comme sur RealGM, etc. Et c'est vrai que Instat notamment, qu'on a à disposition nous par exemple au club, ça permet un tri sélectif sur des données particulières du jeu, type j'ai recruté un meneur de jeu cette année qui était en Lettonie et Estonie, et ça m'a permis de décortiquer vraiment quasiment toutes les situations de pick and roll qui avaient été référencées durant son année. Donc ça faisait quelque chose comme 300-400 clips de pick and roll, et finalement c'était le même temps que de regarder un match et demi, 2 matchs, mais sauf que sur le qualitatif, on était complètement sur une donnée clé pour moi. Donc ça permettait de rentrer en détail sur une compétence du joueur. Oui, des outils. Instat, je connais pas, mais c'est à peu près la même chose que Synergist. Oui, avec une interface, on va dire, qui est un peu plus conviviale. D'accord. Nicolas, on va passer du côté de Strasbourg avec un club avec un peu plus de moyens. Qui voit les joueurs qui sont recrutés par la SIG? Est-ce que vous faites appel à des personnes sur le terrain? Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Et toi, quel poids tu as dans la prise de décision? Qui tu vas consulter avant de prendre une décision de recrutement? Oui, ok. Normalement, je travaille comme ça. Je fais scouting toute l'année et je regarde beaucoup de matchs moi-même et je prépare une liste idéale des joueurs qui sont peut-être quelque chose comme 70 joueurs pour le printemps, et sont les joueurs qui sont les meilleurs pour l'idée du club, pour l'idée de l'entraîneur, pour la possibilité du budget, et avant tout pour ma idée de basket qui s'est basée sur une grande dureté mentale et intangibles. Après ça, je travaille beaucoup surtout sur chercher des infos sur la personnalité, sur tout ce qu'on ne peut pas voir sur les vidéos. Et ça, c'est un travail de 10 mois. Et après, quand on est printemps, avril, mars, mai, je vais présenter au coach les mieux. Je n'aime pas que le coach il doit faire beaucoup de travail. Normalement, c'est 2-3 noms par position. Et j'aime que le coach il sache qu'il peut avoir les derniers mots dans comment tu dis, un rayon de 2-3 joueurs. Pourtant, j'aime travailler comme ça, car pour les coachs, il faut qu'ils pensent à le présent. Mais je travaille pour le futur. Pourtant, les coachs ne peuvent pas faire le double job. Et mon travail, c'est de présenter des joueurs qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas connaître, car je travaille sur ça chaque jour. Ça, c'est mon daily job. De parler avec des scouts, des autres directeurs sportifs, des autres entraîneurs. Je dirais que mon value, c'est mon network. Et après, j'aime beaucoup aussi que les assistant coachs soient connectés avec nous, car je voudrais que s'il y a des problèmes avec un joueur, tout le monde il sache avant qu'on va prendre ses meneurs, ses pivots,
ce pivot qui ne peut pas jouer les short rolls, ce meneur qui a un petit peu de tunnel vision, il faut que tout le monde il sache avant. Pourtant, ça c'est mon travail plus ou moins, mais pour moi, je n'aime pas étudier beaucoup les joueurs comme ils font beaucoup de scouts. Je ne suis pas un scout, pure scout. Pour moi, le plus intéressant, c'est regarder le contexte des joueurs. Ça, c'est le plus vraiment mon vrai travail est de créer un discours avec l'entraîneur pour penser comment ce joueur ça marche ou ça marche pas, ou pourquoi la saison passée il a joué mieux, ou il a joué pire, qu'il avait avec lui. Ça c'est la clé pour moi c'est la clé de tous. Très intéressant. On reviendra plus tard sur les notions que vous avez abordées tous les trois, un peu de complémentarité avec l'équipe, et évidemment des critères qu'on utilise pour recruter un joueur. Simplement un mot, Romain, sur là on parle de structure. Évidemment les franchises NBA, puisque nous on parle souvent de la draft dans le podcast, elles ont encore plus de moyens que ça, c'est-à-dire qu'il y a des si on peut expliquer rapidement, c'est un réseau de scouts qui vont rapporter des informations sur, comme disait Nicolas, des infos sur les intangibles, sur voilà le mental de tel ou tel joueur, son attitude, son environnement personnel, à un directeur, et qui ensuite va faire remonter au GM qui a la décision finale. Ouais, c'est une espèce de système pyramidal. Alors chaque franchise est construite un petit peu différemment. C'est la discussion que j'ai eue hier avec un journaliste de la Nouvelle République, donc édition Blois, hein, que m'avait qui avait été orienté sur mon numéro de téléphone par Julien, où je lui expliquais en fait donc le système pyramidal, il est pas le même absolument partout, mais toutes les franchises ont des scouts en Europe, et toutes les franchises en plus des scouts ont des consultants dans certains pays. Donc c'est un travail de fourmi, et qui est pas forcément toujours axé sur le basket, comme disait Nicolas. L'histoire du contexte est très importante, et le basket c'est quelque chose qui est parfois, on va dire entre guillemets, simple à évaluer. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la personnalité du joueur, c'est la complémentarité qu'il peut avoir avec tel ou tel profil, c'est pourquoi dans tel contexte il va être peut-être plus efficace que dans tel autre, et ainsi de suite. Et c'est plus sur cette partie-là que les franchises NBA cherchent vraiment à gratter, notamment par le biais des consultants et du réseau de coachs qu'il peut avoir dans certains pays, pour avoir des infos, on va dire, plus que précises, et qui seraient pas forcément les choses qu'on regardera en premier, juste dans le cas d'une construction d'équipe simple, en fait. Guillaume, tu parlais tout à l'heure des outils de stats avancés pour effectuer un gros tri au niveau du recrutement. Maintenant, quand il faut choisir quels critères objectifs on a lors d'un recrutement, tu parlais d'attitude sur le pick and roll. Est-ce que vraiment on adapte le recrutement aux besoins, ou est-ce qu'on va privilégier le maximum de talent qu'on peut avoir avec bien sûr le cadre salarial ajusté? Ouais, je pense qu'il y a une question d'équilibre que tout le monde essaye d'avoir entre le talent et le fit, qui est réglé par le financier très souvent. Mais la prise de décision, elle se fait beaucoup sur l'humain au final. C'est-à-dire que quand on a trié, qu'on arrive à finaliser sur 2-3 choix, après on va chercher de l'intel sur des renseignements sur les personnalités, et finalement on décide voilà, quel type de personnalité pour quel type de talent. Et c'est peut-être là où on fait la part des choses, et on essaye de créer l'équilibre de l'équipe autour de ça, même si on est sur une hypothèse, et que cette hypothèse-là, on pourra la valider qu'une fois que les gens seront ensemble, puisque tant qu'ils sont pas ensemble, on peut pas connaître la véritable personnalité profonde, puisque la personnalité, elle change aussi en fonction de l'environnement, du contexte dans lequel on met les joueurs. C'est pour ça que, on va dire, si je fais peut-être un peu le distinguo entre les joueurs français, les jeunes joueurs français et les joueurs étrangers, j'essaye d'avoir des joueurs étrangers qui ont été dans des conditions où ils faisaient déjà le job pour lesquels on va essayer de les employer. C'est par exemple un meneur de jeu titulaire, etc., un leader d'équipe, etc. Et d'un côté, on va peut-être chercher un peu plus de upside, un petit peu plus de potentiel chez d'autres typologies de joueurs, où là, on va essayer de créer un rôle évolutif en leur laissant une place,
et en espérant que le joueur qu'on recrute au mois d'août, quand on arrive au mois de janvier-février, ben ça soit plus le même joueur. Et finalement, on se rend compte que c'est ces joueurs-là qui apportent une plus-value à l'équipe et qui font que vous passez du statut d'une équipe peut-être moyenne vis-à-vis de vos moyens, etc., à une équipe qui peut performer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dans votre niveau de performance. Julien, est-ce que cette notion de complémentarité, j'imagine qu'elle existe aussi dans ta vision des choses. On me parlait, je sais plus lors de quel podcast on parlait de, il y a besoin d'un méchant dans une équipe, où il y a besoin, enfin voilà, il y a tout un tas de théories comme celle-ci. Est-ce que tu en as vraiment qui sont tangibles, qui sont écrites, qui sont des principes que tu as dans la tête? Le premier principe qu'on a, et ça va un peu rejoindre ce que décrit Guillaume, c'est dans la finalisation, parce qu'on arrive toujours tous à des shortlists, si on part sur le sujet précédent, parce que on cible nous toujours à l'avance, à longueur d'année, on a l'état de nos contrats, et ça nous permet de positionner les postes sur lesquels on sait qu'on sera si on parle avec un vocable un peu plus anglophone, entre guillemets, avec des agents libres ou des free agency, c'est pas le bon mot, mais moi je sais déjà sur quel poste on va rechercher sur l'année suivante. Donc on fait nos listes. Après on arrive à des finalistes en général, et là on rentre dans la phase, on fonctionne de plus en plus avec Michael sur de l'entretien, et on a tendance à être assez peu dans la séduction au final, et à noircir le tableau. Parce que avant même de parler de contexte et de complémentarité, je pense que la première complémentarité, c'est entre le joueur et le club. C'est ce qu'on lui propose, est-il en phase avec ses attentes? Parce que quand le joueur se trompe dans le choix du club à cause d'attentes mal dimensionnées, pour moi, c'est déjà un échec. Ça ne pourra pas fonctionner. Et donc la première des choses, c'est s'assurer que ce qu'on va lui proposer en termes de contexte, en termes de conditions de travail, de volume de travail et de projection dans le jeu, même si là-dessus, c'est à la limite là qu'on est le plus réservé, parce que on fonctionne assez peu au statut dans notre club. Et ça, c'est la première des choses. Donc la première complémentarité, elle est joueur-club. Après, il y a la complémentarité du groupe, et bien sûr qu'on va rechercher les trois grands critères que je mettrais. C'est donc sur l'humain, l'aspect méchant, le cliché du méchant, je pense que c'est un petit peu moins vrai qu'à une époque, mais malheureusement dans nos niveaux, il y a souvent le talent versus l'agressivité, que je mettrais quand même. C'est rarement les joueurs qui ont vraiment les deux. En général, peuvent aller très loin. Les problématiques de mobilité, parce que la vitesse est un facteur. La vitesse, et je parle bien sûr notamment de vitesse latérale et pas évidemment de vitesse de course strictement, même si ça reste un facteur important. Donc sur la mobilité et la vitesse, on a vraiment, si jamais on a une faiblesse sur un poste, on va vraiment chercher à la compenser par la rotation ou par les postes environnants. Et au final, depuis quelques années, de plus en plus, on est sur un basket off-position. Donc la complémentarité, elle est plus dans les profils que dans les positions. On aime bien aussi avoir des garçons qui peuvent glisser, qui peuvent jouer ensemble. Chez nous, on est capable de jouer de manière très régulière avec 3 joueurs extérieurs d'1m90 environ. On a aussi pas vraiment à part, on a un poste 4 qui est notre joueur le plus référencé, notre meilleur joueur, Tyren Johnson, qui était MVP du championnat, entre guillemets, à 2 reprises. Mais sur les autres joueurs du secteur intérieur, ils peuvent jouer indifféremment sur les 2 postes. C'est quelque chose qu'on recherche depuis plusieurs saisons maintenant. Donc voilà. Donc la complémentarité, elle se décrète pas, mais elle s'ajuste au fur et à mesure de l'avancement de la construction de l'effectif. Nicolas, tu parlais tout à l'heure de tes recrutements par rapport à différents critères. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Et est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs à cause justement de la complémentarité? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre ce genre d'erreurs? S'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Des erreurs dans ma carrière? Oui. Oui, bien sûr.
tout t'améliore, tout devient mieux après les erreurs. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'erreurs et ça, c'était une clé qui m'a donné beaucoup d'expérience. Je pense qu'avant tout, il faut chercher, il faut avoir une idée pour l'équipe. J'ai compris avec l'expérience qu'il faut avoir, je n'aime pas ou beaucoup d'argent, ou il faut avoir une idée. Je n'aime pas les équipes généralistes. Je n'aime pas juste les chercheurs, les meilleurs meneurs pour nous, les meilleurs shooting guards, les meilleurs postes 4, 5. Non, je pense qu'Asvel peut faire ça. Mais tous les autres, serait mieux si on cherche d'avoir une identité particulière. Si on veut être, comme par exemple Nanterre, qu'ils aiment un basket très vite et beaucoup de tirs de 3 points, ça c'est une idée. Ils jouent avec une idée, une identité claire. Et ça va t'aider pour avoir quelque chose en plus et pour avoir un DNA dans l'équipe, et tu vas mettre les joueurs dans cette idée. Ça, c'est la première chose. J'ai fait des erreurs. Tu sais, la complémentarité peut-être des baskets, mais même des personnes. Quand j'ai eu peu d'argent, peut-être la dernière saison à Rome, je n'avais pas beaucoup d'argent et j'ai fait une équipe trop jeune, juste de potentiel. Mais quand tu es... mais j'avais de bons rookies. J'ai eu cette année Jordan Morgan, Melvin Ejim, de bons joueurs. Mais quand ils sont trop jeunes, trop ensemble, le problème, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, pas beaucoup de talent, mais quand tu vas chercher juste le potentiel, tu vas chercher d'être meilleur de les autres, après, peut-être que ça, c'est une erreur qu'il va passer très souvent. Et Jordan Morgan, il est un bon joueur, très cher. Melvin aussi, mais tous ensemble, c'est pas bien. Pourtant, il faut penser, ça c'est un exemple très clair pour moi. Il faut chercher, la complémentarité sur le terrain, mais même la complémentarité sur le locker room. Dans le locker room, d'avoir un petit peu de tous. Julien, je vais te poser la même question sur les éventuelles erreurs que tu as pu faire. Est-ce que tu as pu en retirer en matière de recrutement? Je trouve ça intéressant de partir de ça pour savoir ce que ça a pu t'apprendre sur. Alors ça peut être des erreurs de complémentarité ou d'autres choses. De toute façon, alors l'erreur elle existe ponctuelle, mais c'est ce que vient de dire Nicolas. La principale erreur, c'est l'erreur quand on se fourvoie dans son identité. Nous, on en a fait. Et je vais vous donner un exemple, il est assez facile à comprendre. La trajectoire du club, ça a été d'avoir justement une identité autour de l'effort, du partage du ballon, du partage des responsabilités et une construction d'une hiérarchie saine depuis depuis 8 saisons à Blois. Donc ça nous a permis de gagner la Nationale 1, puis d'avoir un maintien très confortable en Pro B la première année, d'être champion de France de Pro B la deuxième année, et de subir ce qui est, quoi qu'il advienne, une expérience difficile, c'est-à-dire de ne pas recevoir le dû sportif qui était le nôtre. Donc, puisqu'on n'avait pas été accepté en JP Elite pour des raisons de timing de centre de formation, enfin voilà, c'est pas le sujet. Cette année-là, ça a été très difficile, l'intersaison, puisqu'on a passé 2 mois à pas savoir dans quelle division on allait jouer. Moi, j'avais 2 recrutements en permanence, la tête partout, à garder des gars sous le feu pour la Pro B, avoir des gens qui appellent en cas de JP Elite et d'autres en cas de Pro B, et moi des choix à faire, donc c'était très compliqué. Tout un environnement club pour partir en décrochage. Et donc, on a fait notre équipe en étant revanchard. En se disant, moi j'ai compris qu'on irait en Pro B assez tôt par rapport à d'autres personnes dans le club.
j'ai fait mon deuil de la JP Elite. On est parti sur la construction d'une équipe Pro B. On n'avait déjà pas pu la faire comme on le souhaitait à cause de ce contexte-là. Et donc, on a voulu faire une équipe en étant revanchard. On avait une dynamique budgétaire pas inintéressante pour la Pro B puisque on avait gagné, on avait une nouvelle salle, donc on avait un peu plus d'argent. Et on a fait deux choses, c'est qu'on a eu tendance à vouloir prendre le meilleur joueur sur son poste. Noé Abouo, qui sortait d'une très belle saison avec Fos-sur-Mer, qui nous semblait apporter un impact physique très fort. On a gardé Tyren, qui était MVP du championnat. Et on a fait un choix qu'on n'aurait jamais imaginé faire, qui était celui de Joe Burton, qui est un joueur avec un immense talent, un physique très atypique, poste 5 assez petit et qui pèse très très lourd, vraiment très très gros gabarit. Un talent offensif assez important et pas dans nos valeurs défensives, dans la production d'efforts et notamment sur la mobilité dont je parlais. Mais il y avait aussi l'envie, le coach sortait d'une situation tellement frustrante, il avait gagné, et quand il m'a dit que le seul bémol de l'équipe de l'année précédente, c'était peut-être le talent offensif sur le poste 5, qu'on avait eu du mal quand on avait besoin de scoring sur ce poste-là. Et ça lui faisait envie de voir s'il pouvait peut-être changer un joueur comme ça, et on y a cru. Moi aussi j'y ai cru, de toute façon on fait tous les choix conjointement. On s'est dit, allez, on va voir si un joueur comme ça, on peut en faire quelque chose de différent. Et donc on n'a pas réussi. On a eu une cohésion d'équipe défaillante cette année-là. Bon, on a quand même gagné 19 matchs, ce qui est plutôt très bien, mais on est passé par des moments très difficiles, et on a vraiment compris cette saison-là qu'on s'était fourvoyé dans notre manière de faire. Et on a pu redresser la barre la saison suivante, qui était la saison 19-20, où on a fait une équipe qui nous ressemblait énormément, avec une énorme cohésion hors terrain. Et ça, on l'avait voulu en amont, avec des jeunes, des anciens, des gens qui avaient une histoire commune. Et ça avait porté ses fruits, et chacun a trouvé son rôle. Donc c'est vrai qu'on a eu un contraste hyper fort entre la saison 18-19 et 19-20, et qui illustre très bien les erreurs qu'on peut faire et la chance qu'on a eu de réussir à réagir, on va dire. Quand je vous entends les uns les autres, j'ai quand même l'impression qu'on, pour la majorité des recrutements, on va pas, le talent n'arrive pas en premier sur la liste des priorités. Est-ce que je me trompe, Guillaume? Peut-être parce qu'en termes de talent, déjà, on choisit des joueurs qui sont soit sur la Pro B en termes d'étapes, ou enfin, je parle pour la Pro B, par exemple, pour Julien et moi, par exemple, ou si on devait choisir par le talent, ces joueurs-là, souvent, ils vont plus vers l'étape du dessus, peut-être la JP Elite, peut-être les championnats européens, notamment pour les joueurs étrangers. Et en parlant de mauvaise expérience, moi, vis-à-vis du talent, j'ai fait ce choix-là sur un joueur dominicain, Gerardo Suero, où on a fait vraiment le choix du talent, de dire on prend le risque. Et bon, j'avais eu quelques retours peut-être qui auraient pu entraîner quelques réticences, mais ça vaut le coup. Et c'est vrai que baskettement parlant, ça valait le coup sur le fait que ce joueur poste 2 avait un talent énorme. Il dominait la Ligue République, la Dominique, en termes de scoring. J'avais eu des retours positifs de Ricardo, notamment Ricardo Greer, qui l'avait eu avec l'équipe nationale. Mais il s'est trouvé que ce joueur, déraciné de son contexte, lui qui était jamais venu en Europe, il a eu toutes les difficultés du monde à s'intégrer plutôt dans la vie sociale, dans la vie locale, dans la typologie de jeu. Et même s'il produisait des points, il n'était pas épanoui, il n'était pas heureux. Et de son propre chef, à Noël, il a demandé à rentrer. Et donc là, le fit, c'est presque humainement, socialement, que on n'a pas pu aller plus loin. Et finalement, peut-être que dans le recrutement aujourd'hui, je suis un peu plus sensible à ça, notamment sur ces projections-là, notamment dans les discussions avec le joueur, pour appréhender cette situation avec plus de facilité. Ça passe par ce que décrivait Julien tout à l'heure, quasiment des entretiens d'embauche, comme c'est ce qui est d'ailleurs pratiqué de plus en plus et qui va avoir d'autant plus d'importance cette année. Pour ceux qui sont abonnés, je peux conseiller un article de The Athletic qui parle du fonctionnement pour les franchises NBA
du scouting cette année, qui va être extrêmement difficile puisque les scouts n'ont pas le droit d'aller voir les matchs, en tout cas les matchs universitaires. Donc c'est très très compliqué et donc ils vont accorder encore plus d'importance à l'interview. Nicolas, est-ce que c'est ton cas aussi? Tu parlais de dureté mentale tout à l'heure. Tu disais le basketball c'est un sport où moi je considère qu'il faut être dur mentalement. Comment tu évalues ça? Ça, c'est le plus difficile, je pense. Car vous avez parlé de le talent, mais les talents, je pense que c'est le plus facile d'acheter. Sur le marché, on a beaucoup de talents. Mais si vous regardez les équipes, souvent, ils vont à confirmer, ils vont à mettre l'argent sur les joueurs qui sont leur DNA, qu'ils vont réfléchir l'identité du club sur le terrain. Et après, les joueurs qu'ils peuvent prendre, qu'ils peuvent shooter 15 fois pour match, ça c'est toujours valable dans le marché. Ça, c'est mon idée, au moins. Pourtant, pour évaluer la dureté d'un joueur, mon méthode, c'est de chercher des informations de les gens que j'ai confiance. De mon ami, de les scouts que je crois ils comprennent mon idée du basket, les entraîneurs, les directeurs sportifs qui ont la même vision que moi. Mais c'est très difficile. Je n'aime pas appeler tout le monde pour chercher des informations sur un joueur, car je ne sais pas la vision, l'idée, la sincérité de la personne au téléphone. Je ne connais pas. Pourtant, quand tu es ton network, et que tu fais confiance sur le network, et il faut que le network soit un petit peu grand, après tu peux avoir cette qualité d'information que c'est très difficile à chercher. Julien, comment est-ce que tu as cette même idée de dureté mentale et comment l'évaluer aussi si on rentre dans le détail du processus d'interview que tu décrivais tout à l'heure, est-ce que tu vas essayer qu'est-ce que tu vas essayer de chercher à comprendre chez un joueur, à savoir quelles questions on va lui poser? C'est difficile parce qu'on rentre dans quelque chose d'assez psychologique, puisqu'il y a des joueurs qui sont capables d'être très bons en entretien, et avec l'expérience, on arrive à détecter ceux qui savent dire ce qu'on a envie d'entendre, sans pour autant le sentir au plus profond d'eux. Alors après, c'est clairement, il y a de l'instinct dans tout ça, et qu'on recoupe bien sûr avec toutes les images qu'on voit. La dureté mentale je trouve le sujet intéressant. Alors nous, on a une spécificité aussi, c'est qu'aujourd'hui, on joue on a un groupe de 11 joueurs. Il n'y a qu'un étranger et on le connaît très bien parce qu'il est chez nous depuis longtemps. Donc, on va dire que quand on doit évaluer un joueur domestique, on a quand même beaucoup d'éléments. On a quand même beaucoup d'éléments, et derrière, l'entretien peut fonctionner. Il suffit de pouvoir piéger, surprendre, voir la réaction. Non pas que je sois c'est même pas un entretien, c'est une discussion. Le mot, c'est pas entretien, c'est vraiment discussion. Le mot-clé, c'est mettre à l'aise pour aller chercher la sincérité chez la personne, et puis voir dans quelle mesure on est capable d'avancer ensemble. Donc au final, pour nous, c'est pas forcément le sujet le plus compliqué. Je conçois tout à fait que ça le soit pour quand on scoute un volume de joueurs, notamment des étrangers. C'est une source. Les US, c'est une source intarissable de joueurs, donc là, l'information est plus dure à capter. Nous, c'est les joueurs domestiques, c'est plus simple. Pour notre part, la question la plus difficile à analyser, c'est la compréhension du jeu, parce que c'est le cerveau, c'est la capacité à absorber les informations, parce qu'on a un entraîneur qui demande beaucoup sur ce plan-là, avec un set play, voilà, il a un playbook, un playbook archi très dense, on va dire. Guillaume peut en témoigner, et donc là, il y a des attentes, avec beaucoup de lecture, une capacité à faire des choix, à regarder avant la prise de balle pour effectuer un choix derrière. Et ça, honnêtement, je trouve qu'en vidéo, c'est le plus dur à analyser,
et parce que c'est beaucoup plus difficile à analyser que la capacité à faire une différence, à gagner un contre un, à mettre des tirs ou à prendre des rebonds. C'est cette capacité à faire des choix et à prendre des décisions euh, dans un contexte d'opposition et dans un contexte d'un basket assez avancé, on va dire. Et c'est là que on peut, euh, on peut faire des paris parfois gagnants, parfois perdants, et c'est vrai que c'est le point sur lequel moi je cherche cette année, là encore, des clés pour essayer d'identifier les joueurs qui ont cette force-là, parce qu'en général, on sait qu'avec eux, on pourra faire des bonnes choses. Guillaume, la prise de décision, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on cite souvent aussi sur le podcast comme un prérequis pour être un joueur efficace à haut niveau et pas pénalisant pour son équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Est-ce que toi aussi tu accordes énormément d'importance à ça parce que justement c'est difficile à évaluer? Est-ce qu'il y a autre chose? On parlait de dureté mentale, on parlait donc de ça, de la capacité à comprendre le jeu. Est-ce qu'il y a un autre critère qui toi est très important? Ouais, celui-là, il est central pour moi parce que je pense que c'est pour celui-là que j'entraîne. C'est-à-dire que c'est un petit peu ma raison d'être, mon moteur. J'essaye toujours de développer ça chez les joueurs autant que je peux dans un jeu ouvert avec beaucoup de possibilités et où on est porté pour l'avant. On joue un tempo assez soutenu avec des prises de risque, des prises de responsabilité. Et donc ça, j'y porte beaucoup d'importance, oui. Et si on devait trouver un autre critère, c'est peut-être cette idée de polyvalence. Julien, il le soulignait tout à l'heure. Dans notre basket de Pro B, il y a peut-être un critère de nivellement sur les tailles, sur les profils. Tout le monde est un petit peu undersize et du coup, on est obligé d'avoir des joueurs qui ont une polyvalence et une complémentarité assez importante. Et plus on va dire les coachs se renouvellent dans la division, plus on sent que c'est une tendance forte dans le jeu et que pour trouver des nouvelles armes et des nouveaux outils à exploiter dans le jeu collectif, c'est une nécessité d'avoir cette polyvalence chez les joueurs pour amener, je sais pas moi, des joueurs extérieurs à poster ou peut-être des joueurs extérieurs à jouer sur des positions de poste 4 pour ouvrir d'autres possibilités sur certaines séquences en inversant les postes, etc. Ça donne une richesse et de la profondeur au jeu. Et ça, on essaye, je pense, de plus en plus, quand on liste les joueurs, de se dire, bon, voilà, ce joueur-là, je l'embauche pour ça, il sait le faire, il a ce métier-là, et en même temps, quand je l'observe, je sens qu'il y a aussi une notion de potentialité et qu'il y a une notion où, si je veux l'amener ailleurs, si je veux développer peut-être son mindset et peut-être l'amener à franchir des étapes dans sa carrière, peut-être qu'il y a des perspectives aussi à l'ouvrir vers d'autres choses à l'intérieur du jeu. Donc, de toute façon, c'est un peu un mouvement global, cette histoire de polyvalence, qu'elle soit offensive, comme tu décrivais, ou défensive. Justement, est-ce qu'il y a une situation de jeu en particulier où toi, tu vas te dire, ce joueur-là, il peut être polyvalent? C'est-à-dire que quand tu vas regarder les matchs d'un joueur ou le joueur sur Synergy ou Instats, est-ce que tu vas chercher en particulier justement les situations de jeu qui arrivent peu fréquemment, mais sur lesquelles il serait efficace? Ouais. On parlait tout à l'heure de la profondeur du nombre de joueurs américains. Et une qualité qui peut être difficile à évaluer chez les meneurs de jeu américains en Europe, notamment dans les ligues mineures, c'est leur capacité à jouer sans le ballon. Parce que très souvent, ils sont dans des ligues où ils portent le ballon, peut-être de manière excessive parfois. Et si on veut aller vers un jeu avec de la polyvalence ou avec jouer et affronter des équipes qui vont avoir un scouting abouti, où il va falloir faire jouer le joueur dans d'autres situations, moi, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple d'observer si le meneur de jeu il est capable de jouer autour d'écrans non porteurs, qu'il est capable de jouer autour de situations de backdoor, s'il est capable de jouer sur d'autres situations que simplement porter la balle et jouer autour du pick and roll. Donc ça peut nous intéresser. Et de la même manière, défensivement, il y a des situations qu'on switch, par exemple, entre petit et grand dans notre volonté défensive. Et ça va nous intéresser, par exemple, pour savoir
si le joueur, pendant 1, 2, 3 secondes, il est capable de résister à un rôle d'un joueur intérieur, est-ce qu'il peut batailler, est-ce qu'il peut passer devant? C'est peut-être pas la compétence clé défensive qu'on va observer. Par contre, quand on va aller plus loin dans l'évaluation du profil, ça, c'est quelque chose qu'on va observer. Et je rejoins un petit peu ce que disait Nicolas tout à l'heure. On va pouvoir observer aussi sa dureté mentale quand il est dans des zones un petit peu hors de ses points forts. Par exemple, un switch défensif meneur avec un joueur intérieur, ça arrive parfois. Eh bien, est-ce qu'il est capable de passer devant, de lutter, de combattre? S'il y a un mismatch au rebond, est-ce qu'il est capable d'avoir la dureté nécessaire durant 1, 2 secondes pour quand même se sauver de cette situation et gagner le ballon? Ça, c'est des observables qui rejoignent un peu les intangibles, un petit peu la dureté mentale. Et quand on va en profondeur dans les matchs, je pense que c'est appréciable d'aller chercher ce type de détails. Nicolas, est-ce que tu rejoins Julien et Guillaume sur le côté polyvalence, l'importance de la polyvalence dans le basketball moderne? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu recherches et comment tu vas l'évaluer? Tu as beaucoup parlé du mental, mais est-ce que lorsque tu vas regarder des matchs, il y a des situations particulières auxquelles tu vas apporter plus d'attention? Oui, la polyvalence, c'est une clé pour le basket moderne. Et j'aime beaucoup les joueurs qui peuvent jouer deux, trois positions au minimum. Et dans la même équipe, des joueurs qui peuvent jouer ensemble dans le même rôle. Pour exemple, j'aime beaucoup avoir deux meneurs qui peuvent jouer ensemble. Les deux postes 4 qu'ils peuvent jouer ensemble. Les deux postes 5 qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est une clé les deux postes 3, ça c'est très important, qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est une clé d'une équipe moderne, je pense. En Italie, nos habitudes, c'est de jouer très petits, et plus petits qu'en France, mais les meneurs, les mini-meneurs, c'est quelque chose du basket français. Nous avons pas beaucoup les petits meneurs, même si en Strasbourg, nous avons un, très bon, mais c'est quelque chose que c'est très important, car personnellement, j'aime beaucoup. Je pense que non, c'est pas j'aime beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, très nécessaire à avoir une équipe qui peut, dans les dernières 2-3 minutes, peut tout changer avec 1-5. Quand tu peux avoir dans les dernières 2-3 minutes ça c'est vraiment un grand cadeau pour le coach, car c'est très simple pour lui et c'est très difficile pour les opponents, pour l'adversaire de créer des avantages. Pourtant, ça c'est pour moi vraiment, vraiment important. Chercher de construire une équipe qui peut jouer avec beaucoup de faces dans la même identité. Pour exemple, nous avons gagné à Cholet dans la Coupe de France avec une starting five. Les joueurs les plus hauts, Roman, c'était combien haut? 1m95 peut-être. Oui, c'est ça. Mais ok, nous avons eu des joueurs blessés, mais ça c'est notre identité pour cette saison. C'est ce que dit Nicolas. On se fait la réflexion avec Lassie et Franck là sur tous les débuts de match. À chaque fois, on se regarde et on se dit, on a encore l'équipe la plus petite sur le terrain. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer. Je pense qu'on joue des équipes de Pro B demain. On est peut-être même plus petit que certaines équipes de Pro B globalement sur l'entre-deux au départ. Et ça ne pose pas de problème ou ça en pose certains, mais comme tu dis, ça se retrouve de l'autre côté du terrain. C'est toujours pareil. C'est toujours l'idée du mismatch. Tout ce que tu vas perdre d'un côté, tu l'auras de l'autre. Ce qu'on va peut-être perdre en taille. On a beau être une équipe aujourd'hui, nous, à Strasbourg, qui est plus petite. À l'heure actuelle, je fais un pointage régulièrement au niveau des stats que je suis beaucoup. C'est tout ce qui est travail au rebond. On a une efficacité aujourd'hui au rebond qui est presque antinomique à proprement parler quand on regarde le fait qu'on soit une petite équipe. On est des équipes les plus efficaces du championnat au rebond, par exemple. Alors ça veut dire agressivité, ça veut dire mobilité. Si le rebond était uniquement résumé avec la taille et la densité physique, ça se saurait. Il y a d'autres critères. Puis Dennis Rodman n'aura jamais eu la carrière qu'il a eu sinon.
Mais non, voilà, on va avoir de la mobilité défensive, on va avoir de la mobilité offensive, on va pouvoir faire peut-être un peu plus de choses en défense que si on était plus grand et plus haut. Alors, quand on a joué Zinius, on perd à la maison, mais c'est plus grand que nous à tous les postes, par exemple. Péristeri, c'est plus grand que nous à tous les postes. En BCL, on gagne l'aller-retour parce qu'on est plus mobile et parce qu'on va un peu plus vite aussi. Une question commune à tous. On a beaucoup parlé de psychologie. Peut-être qu'on y reviendra pour la dernière, mais il y a quand même un tri qui peut se faire. Guillaume en parlait tout à l'heure avec des stats. Alors peut-être pas des stats brutes. Il y a aussi des stats avancées, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez me parler chacun une stat en particulier qui vous importe pour tel type de joueur? Je sais que ça va paraître très niche et petite lorgnette, mais ça va nous permettre aussi de discuter de l'importance de tel ou tel aspect du jeu pour tel ou tel poste. Julien, je te laisse Je commencer. vais juste commencer par une petite phrase un peu old school, puisqu'elle est de mon père. Donc c'était une autre époque en termes de scouting et de travail. Mais je la regarde toujours, cette stat, et c'est victoire-défaite. Ça reste assez vrai. Hein. Et donc celle-là, bah ouais, mais oui, c'est pas une stat avancée, hein, elle est assez facile à trouver, mais il faut pas l'oublier. Donc ça, on va dire que pour tous les joueurs, on la regarde. Ça veut pas dire qu'un joueur d'équipe faible ou voilà, mais c'est que on peut regarder les contextes. Hein. Derrière victoire-défaite, il y a surperformance, sous-performance de collective, et ça c'est un point qui ajoute toujours au dossier. Non, après. Typiquement, le grand classique, et je pense qu'on va tous se retrouver, c'est qu'à un moment donné, il y a le tir à 3 points, qui est une vraie variable. Nous, elle est très importante sur le poste 4, et il est très important aussi sur le poste 1, dans la mesure où, notamment ces dernières années, on a un titulaire dont c'est pas la première force, même s'il est capable d'en mettre, et donc on en cherche, et notamment cette année, on a eu des réflexions autour de ça, parce que le jeu, au-delà de l'adresse et du fait que ça rapporte 3 points de marquer un tir derrière la ligne, c'est très bien, mais le spacing est quelque chose d'absolument majeur. Donc le pourcentage à 3 points est important, mais pas seulement. Faut pas se contenter du pourcentage. Je pense que Nicolas, Guillaume ou Romain, évidemment, eux se font pas piéger, mais facilement des agents, des observateurs peuvent se faire avoir par le pourcentage. Le volume est aussi important que le pourcentage. C'est-à-dire qu'un meneur de jeu qui a un pourcentage à 36, mais qui en prend 1,6 par match, je préfère presque qu'il soit à 33 et qu'il en prenne 4 si on recherche quelqu'un qui soit une menace derrière la ligne. Donc c'est vraiment le. Aujourd'hui, c'est une stat qu'on peut pas louper, et j'en rajouterai une autre, les lancers francs. Les lancers francs, c'est pareil, ça semble très simple, mais il y a tellement, c'est un tel handicap pour une équipe d'être peu efficace au lancer franc, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Nous, on a joué justement contre Vichy ce week-end, on savait pertinemment que c'est une équipe qui est très efficace au lancer franc, et forcément, ça joue dans l'appréhension du match. C'est parfait, tu as cité les 3 stats communément admises pour la projection du tir. Pourcentage à 3 points, volume à 3 points et réussite au lancer franc, qui sont toutes les 3 importance variable. Il y a des gens qui essayent de faire des modèles mathématiques pour essayer de l'évaluer, mais tu fais très bien de rappeler que c'est pas seulement un pourcentage à 3 points qui va faire un bon shooter, évidemment. Guillaume. Oui, sur cette même question, sur les postes clés, un petit peu cette idée d'adresse générale sur le club 180, quoi, avec adresse 3 points, 2 points, lancer franc. Essayer d'avoir un chiffre assez élevé là-dessus. Et par rapport au meneur de jeu, moi je suis sensible sur la typologie des tirs à l'intérieur du volume, c'est-à-dire combien il y a de tirs après pick and roll par exemple, et combien il y a de tirs de spot. Parce que là aussi c'est une variable assez importante si on cherche là aussi à écarter le spacing et avoir des équipes en face de nous qui peuvent par exemple difficilement faire du protect sur le pick and roll. Voilà. Et puis j'essaye toujours d'avoir 2 ou 3 joueurs assez forts dans le pick and roll dans mes constructions d'équipe.
pour avoir de la création autour de ça. Et pour qu'ils puissent créer du jeu autour de ça, il y a besoin qu'il y ait un corrélaire de tir important. Et la deuxième statistique sur laquelle passe du temps, c'est le rebond. Et notamment sur là une stat un peu plus avancée qui maintenant est plus facile à trouver sur les prises de pourcentage de rebond disponibles. Et j'y suis de plus en plus sensible sur tous les postes de jeu. Julien, il évoquait notre adresse au lancer franc, mais par exemple sur l'équipe de Blois, une des caractéristiques, c'est le nombre de rebonds de leurs meneurs de jeu, qui jouent constamment le rebond offensif et qui, comme ils sont au rebond offensif, derrière mettent de la pression tout terrain. Et ce lien dans l'impact sur le jeu, sur le tempo, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe, et notamment chez les arrières qui passent du temps sur le terrain. S'il y a peu ou pas de rebond, ça va être un signal qui peut faire que quand on fait le ranking des joueurs, on en fasse passer un devant, parce qu'on se dit dans une mauvaise soirée, celui qui va toujours grappiller et trouve toujours une manière d'exister dans le match, il nous intéresse un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de temps creux, on va dire, dans le jeu de Pro B, au moins 1 ou 2 par mi-temps. Et dans ces temps-là, l'équipe qui s'en sort, c'est souvent celle qui arrive à faire le dos rond grâce à ces joueurs qui vont chercher des interceptions, qui provoquent des passages en force, qui vont prendre des rebonds, qui sont sur ces statistiques un petit peu peut-être secondaires au départ, mais qui ont de l'importance. Pardon, mais pour ma culture personnelle et celle des gens qui écoutent, le club des 180, c'est tu additionnes les 3 pourcentages et ça doit faire 180 ? Ouais, c'était ça. C'est ça ? C'est Okay. beaucoup, là, 180. Ça fait 50, 40, 90 si je ne me trompe pas. Hein. C'est beaucoup ça. Ouais, ben on va dire que c'est un idéal. Au début, on est sur un idéal, et puis après, on va positionner. Mais par exemple, sur le joueur américain qui venait d'une petite ligue, James Bateman, on est dans ce critère-là cette année à 2% près. Et pour moi, ça voulait me dire que, ok, peut-être que la densité physique en Lettonie est peut-être un cran en dessous, mais vu ses volumes d'adresse, même s'il descend d'un cran et qu'il arrive en cumulé à 160, on va dire, je pense qu'il arrivera à exister, même dans le tir, dans notre championnat, qui est peut-être que physiquement est un peu plus compétitif. Intéressant. Nicolas, pour finir, est-ce que tu regardes certaines statistiques avec plus d'intérêt que d'autres? Oui, je regarde les statistiques, mais dans la totalité de l'équipe que je vais construire. Pourtant, je peux avoir même des meneurs qui ne sont pas bons, et j'ai eu des meneurs qui ne sont pas bons à shooter les 3 points, mais et qui sont très, très effectifs. Mais il n'y a pas un standard. Il faut que plus ou moins l'équipe, on a de bons shooters. Shooters, même si on est dans la position traditionnelle. Bien sûr, je regarde les free throws pour le post 5, car avoir un post 5 qu'il ne peut pas rester sur le terrain dans les dernières minutes, ça va être un grand problème. Au moins, un de les deux, il faut qu'il peut tirer. Après, on a besoin au moins de 2 shooters vraiment de qualité dans l'équipe. Ça dépend pas. Au moins, ça veut dire au moins les 40% de pure shooter. Et en statistique que j'aime beaucoup, c'est les plus ou moins qu'on a à la fin c'est le dernier box de les box score. Ça, pour moi, c'est très indicatif. Pour moi, c'est très indicatif, spécialement pour les équipes à la moitié. Normalement, Dijon va voir tout le monde avec beaucoup de plus. Mais cela va t'expliquer l'impact des joueurs dans le jeu de l'équipe, dans les minutes qu'il a joué. Pourtant, ça, c'est une statistique très intéressante. Très intéressant également. Merci beaucoup à tous. Est-ce que je vais vous laisser un carte blanche, puisque mes questions évidemment sont loin d'être parfaites, est-ce qu'on a oublié d'aborder quelque chose qui vous tenait à cœur du côté du recrutement, de l'évaluation du talent? Allez, je sais pas s'il y en a un qui veut prendre la parole parmi vous.
Je peux dire quelque chose. J'aime beaucoup que nous avons parlé d'évaluer les talents des joueurs, mais à la fin, nous n'avons pas parlé les talents, car je pense que nous avons découvert qu'on a beaucoup des autres choses que nous regardons, et non juste les talents. Le talent est difficile à palper, mais facile à obtenir. C'est Oui, ça. oui. Romain, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai pas beaucoup donné la parole. Non, mais je suis là en, comment dire, je fais du featuring aujourd'hui. Je suis là sans être là, je suis dans le décor. Je passe et j'observe. Voilà, Lil Wayne C'est un petit peu 2008, ça. beaucoup de featuring. Guillaume, Julien, des mots à ajouter? Déjà, non, moi, juste dire que c'est toujours très plaisant de parler de basket. On avait parlé de 50 minutes, on a bien dépassé. Je pense que ça pourrait durer encore longtemps. Donc, ravi d'avoir pu écouter Nicolas que je ne connaissais pas. Donc, merci de cette invitation. Juste dire que on a un réservoir en France. On a parlé du réservoir US qui est extraordinaire, mais nous, puisqu'on parle de Pro B, et je pense que ça peut être valable dans une certaine mesure pour la Jeep Elite, on a un réservoir en France et je pense que dans le scouting, il y a le chemin qu'on propose aux joueurs qui est une variable, et ça, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que tout le reste, c'est ce qu'on lui met dans les mains et ce qu'il arrive à transformer, le joueur. Mais notre responsabilité, c'est le chemin qu'on propose à un joueur et qu'il puisse l'arpenter ou non. Et moi, j'ai tendance à croire qu'en France, on a beaucoup de monde qui est capable de le faire, tout autant qu'on se donne la peine de les accompagner un peu. Et donc voilà, c'est juste un petit mot sur les jeunes joueurs français parce que j'ai envie d'y croire beaucoup. Et puis après, beaucoup de plaisir à parler avec vous. Un message positif. Merci beaucoup et on souhaite évidemment tout le meilleur à l'ADA Blois pour, je sais pas si on doit appeler ça la fin de saison, la suite de saison. Bon, disons ce qu'on jouera, quoi. Ouais, voilà, ce qu'on jouera. Guillaume, merci beaucoup également. Je sais pas si tu as... Ouais. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité de parler et puis d'apprendre de tout le monde à chacune de leurs interventions. J'ai pris beaucoup de notes, par exemple. C'est mon dada de toujours prendre des notes quand j'écoute ou quand je participe. Et voilà, j'ai noté plein de choses intéressantes. Et peut-être que l'idée, c'est de partir de scénarios idéaux qu'on construit durant toute l'année. Et puis, au final, d'aller de plus en plus vers une situation réaliste à la fin dans notre construction d'équipe. Et là-dessus, je rejoins Julien sur le fait et Nicolas sur le fait de dire, il faut rester dans notre ADN et surtout, coller avec le fait de raconter une histoire, d'avoir des gens qui s'intègrent au projet avec de la durée, croire aux personnes peut-être encore plus qu'aux basketteurs et leur créer une vraie place à l'intérieur. Et je pense que de plus en plus, on s'intéresse à l'homme dans sa globalité plutôt que simplement aux joueurs stricto sensus de ces 40 minutes sur le terrain, quoi. On a une vision de plus en plus élargie parce qu'on attend de plus en plus de choses de lui. Ça va bien au-delà du sport, avoir des valeurs, les porter et les faire partager, c'est clair. Merci beaucoup et également beaucoup de réussite à Vichy-Clermont pour la saison de Pro B. Et enfin, merci à toi, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de basket. Merci beaucoup à tous. C'était un vrai plaisir, un honneur pour être avec vous. Merci beaucoup et évidemment, on souhaite beaucoup de victoires à la SIG pour cette année 2021. La SIG, dernière équipe française en BCL, si je peux me permettre. Voilà, juste en passant. Voilà. Bien sûr, évidemment. Je te laisse faire ton autopromo. Bien sûr. Merci à tous, à tous ceux qui ont écouté. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On essaiera de vous proposer des thématiques, pas forcément des scouting reports comme on le fait habituellement, mais des thématiques comme celles qu'on a abordées aujourd'hui. Quand il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent, c'est évidemment toujours intéressant. Merci donc Julien, Guillaume, Nicolas, Romain et à bientôt tout le monde sur Envergure ou sur envergure.co. Ciao.